Bonjour. Bonjour Mireille Dubin. Nous sommes tout à fait ravis de vous avoir parmi nous pour ces éditions des idées mènent le monde sur l'enfance. Avant que nous ne débutions notre propos, l'actualité est ce qu'elle est, personne ne peut l'ignorer maintenant. Mais pour faire un lien avec ce que vous avez fait, ce qui vous amène aujourd'hui, tous les entretiens que vous avez menés avec des anonymes et des moins anonymes, est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer justement des gens qui avaient été victimes d'attentats et comment en parlait-il et quelles étaient les conséquences sur l'après? J'ai interviewé des personnes victimes d'attentats, souvent. Malheureusement, la construction et la reconstruction est très longue. Ce qui est difficile, c'est d'oublier les images. C'est d'oublier ce qui s'est passé autour de vous et surtout de ne pas se sentir coupable. Ce qui revient, c'est la culpabilité d'être encore vivant alors que d'autres qu'on ne connaissait pas forcément ne s'en sont pas sortis. Ça, c'est compliqué. Donc, en général, il faut une aide. Il faut vraiment se faire aider. Il faut parler. Il faut pouvoir avoir des amis autour de soi et aussi des thérapeutes. La parole est très importante à ce moment-là. Et quand on perd, si on perd des enfants, je pense que la douleur déjà de la perte d'un enfant, de toute façon c'est la même, je ne pense pas qu'il y ait d'échelle dans la perte d'un enfant, mais c'est d'autant plus compliqué pour un parent qui se sent doublement coupable. Évidemment, pourquoi lui et moi je suis encore là. Et c'est très important qu'on se retrouve tous ensemble pour des événements comme ça, justement pour en parler. Vous êtes effectivement... Pendant des années, vous avez occupé le petit écran et on a assisté pendant des semaines à vos rencontres avec tous ces gens, je le disais, plus ou moins connus. Comment est venue cette envie de rencontrer des gens? Parce que vous n'avez pas commencé par ça, vous avez fait beaucoup du théâtre aussi. Oui, bien sûr. Le théâtre, c'est très important, je le dis à tous. Quand on est un peu timide en soi, moi j'avais même un petit problème de zozotement quand j'étais petite. J'étais très très à l'intérieur de moi-même et le théâtre, ça vraiment ça vous ouvre. Vous m'auriez dit par exemple, lorsque j'avais 10 ans, qu'un jour je serais là en face de vous en train de vous parler, c'était complètement, littéralement impossible. Donc le théâtre, c'est vraiment, c'est bien pour la diction, mais c'est bien pour l'ouverture aux autres et l'ouverture au monde. Et moi, j'étais une petite fille, j'ai vécu en Beauce, dans la Beauce. Ma mère était d'origine italienne, pas forcément bien reçue. Elle était institutrice et on a vécu... à l'intérieur, je le dis de cette manière-là, c'était un huis clos un petit peu à l'intérieur de l'école, de la cour de l'école. Et donc, avec une famille de 6 enfants, mon père qui est mort quand j'avais 3 ans et demi, dont je me rappelle très très bien. Donc, on a des images avant 3 ans qui restent. Mais dans cet univers un petit peu clos de village de Beauce, et avec cette envie, vraiment cette envie d'aller voir le monde, d'aller voir les autres. Il y avait une grille comme ça devant la cour de l'école et j'avais l'impression d'apercevoir la vie à travers la grille, même si effectivement on sortait, on allait à travers champs à bicyclette, on n'était pas enfermés, mais c'était quand même, on était assez vous voyez, replié sur soi. Et moi j'ai eu l'impression d'être plutôt à l'écoute des silences, des bruits de la maison, vous voyez, plutôt que des mots. On se parlait peu, on savait que ma mère, moi je savais qu'elle nous aimait plus que tout. Mais c'était une époque où on ne se disait pas « je t'aime », ça ne se disait pas. On le constatait, on le savait, mais ça ne se disait pas. Voilà. Et j'ai grandi dans cet univers-là, puis après le pensionnat, c'est-à-dire dans des univers assez clos à chaque fois. Et c'est pour ça que les premiers films que j'ai faits, d'ailleurs, je les ai tournés dans une prison. Je crois que ce n'est pas par hasard. Ah oui. Je suis allée dans un lieu clos. Voilà. Et mon envie était rétrospectivement, de votre enfance, c'était l'image que vous en reteniez, la sensation un peu d'être emprisonné dans ce... Pas emprisonné, mais dans un lieu clos. Fermé, douillé,
un lieu de protection, un lieu d'amour, et en même temps, la vie était au dehors, elle était ailleurs. Et il faudrait que j'aille la chercher. Et j'ai eu envie, quand j'étais adulte, de prendre ce micro. Je reprends le micro pour que vous m'entendiez, mais d'aller le tendre aux autres. Voilà, pour écouter, j'avais l'impression, et j'ai toujours cette impression, qu'une vie, c'est court, une vie, c'est petit, c'est la nôtre, et j'avais envie d'embrasser la vie des autres, d'écouter, d'être à l'écoute de toutes ces vies que je trouve absolument magnifiques, parce que je trouve que tout le monde invente sa vie tous les jours et de façon absolument extraordinaire, avec des ressorts magnifiques. Alors, vous avez reçu énormément de gens qui se sont confiés à vous. Est-ce que, évidemment, dans chacune des émissions que vous leur avez consacrées, les entretiens que vous avez menés avec eux, l'enfance, évidemment, surgissait à un moment donné de la conversation. Forcément, la question venait sur l'enfance. Forcément, parce qu'on se réfère tous à son enfance, même si je pense qu'il faut regarder droit devant, que l'important, c'est certainement le futur. Je dirais que pour moi, l'important, c'est le présent. Ça a toujours été. Et je crois que si les gens toutes les personnes que j'ai interviewées m'ont parlé à ce point, c'est que j'étais avec elles aussi dans l'instant T. Et je pense que pour nous tous, c'est très important. D'ailleurs, on souffre moins quand on est dans le présent. On a moins d'angoisse. Le fait de se projeter, c'est bien, c'est important, mais il faut vraiment être dans le temps présent. Et l'enfance, c'est avoir un œil, c'est juste pouvoir se retourner, avoir un œil sur le passé pour savoir d'où l'on vient, ne pas l'oublier, et simplement pour pouvoir mieux se construire. Mais automatiquement, on revient toujours à son père, à sa mère, et pas uniquement. Je dirais, il y a l'importance aussi des grands-parents, des oncles, des tantes, et parfois aussi des tuteurs, des personnes, un professeur, un instituteur, je l'ai beaucoup entendu, qui parfois ont été essentiels dans la vie de quelqu'un. Quels sont les témoignages qui vous ont le plus touché, le plus marqué? Il y en a trop. C'est impossible, c'est vraiment impossible à dire. Mais j'ai en mémoire, en tout cas, ce sont deux hommes qui avaient une cinquantaine d'années, il y a quelques années de cela, et qui avaient été tous les deux enfants maltraités. Et l'un d'entre eux a été vraiment très, très maltraité, à tel point que son père l'avait tellement battu qu'il a passé 1 an à l'hôpital, il avait 7 ans. Et il est resté pendant 1 an allongé sur son lit d'hôpital. Et comme seul compagnon, il avait des mouches. Et c'était absolument hallucinant. Il y avait beaucoup de monde, d'ailleurs, sur le plateau. Il y avait du silence, beaucoup de silence. On écoutait cet homme de 50 ans nous décrire une mouche. Tellement il avait la mouche avec ses pattes, ses yeux, tellement il avait regardé le plafond. C'était un moment, mais très, très, très dur. Et il y avait à côté cet autre homme de 50 ans qui avait aussi subi beaucoup de maltraitance. Et à un moment donné, c'est l'autre qui a craqué. Et il a pris comme ça, il ne se connaissait pas, il l'a pris dans ses bras et il lui a dit « on est frères ». C'est toi, mon frère. Et c'était très émouvant parce que c'était deux hommes de 50 ans qui se retrouvaient en fait dans la même souffrance, et deux personnes qui avaient fait un trajet formidable l'un et l'autre parce qu'ils c'était d'une certaine manière des résilients. Ils avaient réussi à surmonter leur traumatisme et à en faire quelque chose, ce qui est compliqué. Oui. Parce que ce n'est pas que de formuler les choses, c'est qu'après, de cette déconstruction, de cette souffrance, il faut pouvoir en faire quelque chose et avancer. Oui, parce qu'on peut continuer à vivre, c'est ce qui arrive la plupart du temps, mais comment continuer à vivre? Mais vous savez que ce qu'on fait là en ce moment, c'est un luxe total. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une société de dictature, quand on est en guerre, on n'a pas le loisir de pouvoir parler comme cela de son enfance, de pouvoir revenir sur soi. C'est un privilège de pouvoir le faire. C'est pour ça que la culture, c'est tellement important, c'est essentiel, ça permet de poser des questions, mais qui dit culture dit qu'il y ait une société aussi qui le permette. On a souvent dit de vous que vous aviez
inventé en quelque sorte la psychanalyse catholique. Et en tout cas, on reconnaissait par là que vous aviez cette capacité d'écoute et d'empathie, ou d'empathie avec les gens que vous receviez. D'où vous viennent-elles ces qualités? Vous avez parlé de l'amour de l'autre, de votre envie d'aller vers l'autre, mais ça ne suffit pas. Alors, psychanalyse catholique, je ne sais pas, parce que de toute façon, moi, je n'ai pas fait de psychanalyse, non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je n'en ai jamais ressenti le besoin. Je pense que si on ressent le besoin, il faut le faire, pas forcément d'ailleurs une psychanalyse, hein. Les psychothérapies, c'est très bien, c'est moins long, c'est plus direct, voilà, mais qui dit psychanalyse ne dit pas forcément question-réponse. Or, moi, j'ai posé beaucoup de questions et j'attendais beaucoup de réponses. Donc, c'est un peu le contraire, finalement. Et je pense que simplement l'écoute de l'autre, c'est ce que je vous disais précédemment, je crois vraiment que ça vient de mon enfance, du fait que j'ai grandi dans cet univers où on s'écoutait quand même beaucoup les uns les autres. C'était un univers comme ça très, très intérieur, d'intériorité, avec une mère institutrice. Et moi, j'ai un modèle de femme qui est absolument aussi écrasant, j'ai envie de dire. Pour être à sa hauteur, il faut déjà y mettre du sien, puisque ma mère a été évidemment ma mère. Elle a fait fonction de père quand ce père s'en est allé, que j'étais toute petite et j'avais une petite sœur. Elle a été mon institutrice, c'est-à-dire que je n'ai connu qu'une femme jusqu'à l'âge de 11 ans. Elle est devenue une amie, elle est devenue ma sœur, et pour finir, elle est devenue ma fille, puisque je me suis occupée d'elle et que j'ai eu la chance qu'elle vive, qu'elle dépasse les 100 ans, puisqu'elle est morte après ses 100 ans, et elle a passé les 5 dernières années de sa vie avec moi. J'ai eu le bonheur, la chance de pouvoir l'avoir avec moi, et c'était en fait lui redonner ce qu'elle m'avait donné. Ça a été quelque chose de fort, et je le dis parce que je crois que même si c'est difficile, parce que parfois c'est difficile, le grand âge c'est difficile, il faut vraiment que nous les enfants, on soit là près des parents. Il faut, parce que quand ils ne sont plus là, c'est trop tard. Oui. Et on n'a que des regrets. Donc il faut pouvoir, à un moment donné, même soi-même, se donner de soi, se transcender pour aller, voilà. Et on le fait tous très bien. On pense qu'on n'en sera pas capable. Souvent. Et on est toujours capable de le faire, tout le temps. Justement, alors, ces années que vous avez passées avec votre maman, à la fin de sa vie, elle est décédée il y a peu de temps, l'année dernière. Et vous disiez, en faisant référence à votre enfance, que la parole ne circulait pas aisément, c'était comme ça. Est-ce que justement vous avez parlé de votre enfance avec votre maman dans ces... Mais tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas tant que la parole ne circulait pas, hein, que je m'exprime bien, c'est que c'était une époque où certaines choses, en tout cas de l'intime, ne se disaient pas. On n'en parlait pas. Ma mère avait 6 enfants, elle était institutrice. On était pauvres dans le fond. Et jamais je me suis rendu compte qu'on était pauvres. Enfin, pauvre, oui, un salaire d'institutrice, vous savez, à la campagne, voilà, avec 6 enfants. Mais jamais, on ne manquait de rien. Il y avait un jardin. Enfin, vous voyez, ma mère nous faisait les vêtements. C'était absolument formidable. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas d'argent quand j'étais adolescente et que j'avais envie d'un truc que je ne pouvais pas avoir, vous voyez, où je voulais prendre des cours de piano ou de danse et que c'était absolument impossible. Mais sinon, elle nous a absolument tout donné et on ne manquait de rien. Absolument rien. Donc vous avez parlé avec elle de votre enfant. Et donc j'avais oublié la question, vous voyez. Et en fait, elle était tellement occupée, justement, à tout, au jardin, à faire l'école, à faire la cuisine, tout. Que vous imaginez bien qu'on n'était pas là en train de se parler, vous voyez, de se poser des questions et tout. On était dans la vie, le quotidien. Pas dans la survie. Pas dans la survie, jamais. Jamais. Ça, c'est vraiment la pauvreté. Mais dans la vie. Voilà, on était dans la vie, tout simplement. Et je pense que les paroles sont venues plus tard. Les paroles sont venues à partir du moment, justement, où j'étais adulte.
où elle avait le temps, elle Oui. était à la retraite. Et là, on a commencé vraiment à se parler. Moi, j'ai eu des conversations magnifiques avec ma mère, jusqu'au bout, absolument jusqu'au bout. La veille de sa mort, elle était devant la télévision et elle pestait devant une certaine femme politique dont Que je vous ne tairai le citerez nom. pas. Et elle disait attention, 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 ce qui va se passer et tout. C'était la veille de sa mort, donc elle est restée lucide jusqu'au bout. Oui. Et on a eu des échanges, je vous dis, bien sûr. Et là, on a pu parler de la relation mère-fille, etc. Il y a une très jolie photo d'ailleurs de votre maman quelques mois avant sa disparition et de vous, le jour où on vous a remis la Légion d'honneur. Oui, alors, je n'en suis pas forcément fière. Je suis fière de ce que j'en ai fait. Voilà. Parce que, bon, les Légions d'honneur, franchement, un journaliste, je trouve que, voilà, ça n'a pas lieu d'être. Elle est un peu distribuée, un peu, voilà, de façon maintenant... C'est pas faux. Oui, voilà. Et je suis allée la chercher parce que ma mère était déjà en fauteuil roulant, qu'elle est venue au ministère, que je l'ai amenée avec moi. En fait, c'était pour elle. Voilà. Et j'ai fait quelque chose qui me réjouit le cœur. Je sais que ça avait un petit peu décontenancé tout le monde, mais voilà, j'ai fait sa bio. Je lui ai rendu cet hommage. J'ai raconté comment une petite Italienne venue du lac Majeur était arrivée 99, elle n'avait pas 100 ans, hein, c'était juste avant ses 100 ans, était arrivée 99 ans auparavant, et comment elle était devenue institutrice, comment elle avait fait de nous, ses enfants, les 6, des hommes, des femmes qui tenions debout avec une vraie colonne vertébrale. Comment elle avait été une institutrice formidable, la seule que j'ai connue, une mère exemplaire, un père, elle a fait fonction de père, enfin voilà, tout. Et j'ai voulu lui rendre cet hommage-là, et c'était magnifique. Et ensuite, effectivement, la photo que vous avez vue, c'est que je lui ai remis, c'est elle qui portait la Légion d'honneur, parce que je trouvais que la France aurait dû... C'est elle qui devait avoir, vous voyez, ce mérite-là, être récompensée pour ce qu'elle avait fait. Et en plus, elle a été une institutrice pour tous les enfants du village absolument extraordinaire. Elle avait la passion de ce métier qu'elle a transmis. C'était un bel hommage finalement de lui dire de ce que vous lui deviez. Voilà, j'ai profité c'était un moment un petit peu solennel pour, en fait, voilà, transformer les choses et lui rendre cet hommage et qu'elle l'entende. De toute façon, moi, j'ai toujours saisi toutes les occasions, je les ai toujours prises pour parler d'elle, pour lui rendre hommage. Je crois que quand on aime quelqu'un, vous le savez tous, quand on est amoureux, on prend toutes les occasions pour parler de la personne qu'on aime. Parfois, on est même un peu ridicule, on ne s'en rend pas compte, quand on est jeune surtout, et on prononce le nom de cette personne. Et moi, j'ai fait pareil avec ma mère, qui a été le grand amour de ma vie et qui m'a vraiment construite. Voilà, ça a été quelque chose de très très fort. C'était facile de dire maman à la maison et de dire madame dans la classe à côté? Obligatoire. C'est obligatoire. Bien sûr, à la maison, c'était maman tue. On franchissait une porte, puisqu'il y avait une porte qui nous séparait de la maison et de l'école. Et quand j'arrivais dans l'école, je disais « Madame, vous ?» Et moi, je me rappelle très très bien le jour où, par mégarde, j'ai dit « Maman », ça m'est arrivé une fois, c'était la honte. Oui, non, mais c'était, voilà, il y avait un pacte. Il y avait un pacte, et je pense que c'était très bien parce qu'elle dissociait la fonction de mère et la fonction d'enseignante. Donc finalement, ça se faisait assez naturellement. Vous avez perdu votre papa, vous aviez 3 ans et demi. On imagine qu'évidemment, à partir de ce jour-là, votre enfance n'est plus la même. Et alors, vous avez cette phrase quand vous racontez... cette partie-là de votre vie, c'est que vous n'avez pas réalisé tout de suite que votre papa n'était plus là, était mort? Dans 3 ans et demi, c'est tout petit. Je vous disais précédemment que j'ai des images absolument, mais très claires, très nettes de moi avec lui, puisqu'il s'occupait plutôt de moi. Ma petite sœur était un bébé, donc j'étais beaucoup avec lui. Et quand il est mort, à 3 ans et demi, la mort, ça n'existe pas. Il faut avoir déjà...
au moins 8 ans, 8-9 ans, pour que la mort, ça commence à signifier quelque chose pour un enfant. Donc 3 ans, c'est l'abstraction totale. Et donc je l'ai cherché pendant des années. Pendant des années, j'allais dans le grenier de la maison, de l'école. Il y avait un immense grenier et je le cherchais partout. Et j'ai des images de moi où je criais « Papa, papa ». Vous étiez convaincu qu'il était là? Il était là, je le cherchais, il y avait une grande horloge. Je me rappelle que souvent, vous savez, les grandes horloges de grand-mère qui s'ouvrent, c'est une espèce de petite cache sous la pendule, et je pensais qu'il était là, je le cherchais partout, c'était absolument incroyable. Et puis alors il m'est arrivé quelque chose de... Ça vaut ça peut-être des années de psychanalyse que je n'ai pas faite, mais ma mère, je vous ai dit, était italienne. Étant italienne, elle avait été élevée dans la religion catholique, elle était enseignante, elle n'allait pas à l'église, elle ne fréquentait pas les églises. Elle était un peu fâchée avec les curés, mais il y avait quand même... C'était peut-être pas bien vu dans le village, non? Ah, mais on allait nous envoyer justement... Nous, on allait, vous savez, écouter tous les mercredis le curé. On a fait notre communion parce que le maître mot, c'était l'intégration. C'était être comme les autres, justement. On ne parlait pas l'italien à la maison, jamais. Elle parlait italien avec ses parents. On entendait des mots d'italien chuchoter, mais on parlait français. Ça, c'était important pour elle. Et donc, la question que vous aviez posée... Non, c'était sur votre papa. Comment, un jour, avez-vous réalisé que ce papa n'était plus là? Et oui, je disais, c'est pour ça que j'étais en train de parler de la religion, et je disais que ma mère avait quand même... donc, dans sa chambre, il y avait la tête d'un Christ. Il faut dire qu'elle avait quand même la foi. Et il y avait un Christ comme ça en pierre, très très beau visage et tout. Et notre mère, qui n'allait pas à l'église, nous demandait le soir de faire Notre Père. Et donc pendant des années, je priais, je m'en suis rendu compte après, avec un effroi absolument total, c'est que je disais Notre Père qui êtes aux cieux. Et quand je disais ça, je pensais que je parlais à mon père, à mon propre père. Donc pendant des années, j'ai prié devant... J'ai fait ma prière devant ce visage de Christ, comme très beau d'ailleurs, avec un petit peu de barbe et tout, pensant que c'était mon père, que c'était le visage de mon père. Et je m'en suis aperçue évidemment voilà, des années après, mais je n'ai pas eu la souffrance de l'absence du père. Alors c'est la question que j'allais vous demander, effectivement, que j'allais vous poser. Est-ce que par ce subterfuge, dont vous étiez plus ou moins consciente sans doute, est-ce que finalement le manque a été moins prégnant de l'absence? Moi, je n'ai pas eu de manque de père, parce que d'abord, il y avait une grande famille de 6 frères et sœurs, et une mère, comme je vous l'ai dit, qui était très très présente, qui nous a tout donné. Donc ce père ne m'a pas manqué. Je l'ai cherché quand j'étais toute petite, pendant longtemps, très longtemps. Mais après, à l'adolescence, je pense que vous savez, ce sont les premiers amours, les rencontres avec les garçons, tout ça. J'ai presque oublié mon père. Vous voyez, on parlait de la culpabilité tout à l'heure. Plus tard, à un moment donné, je me suis sentie coupable, pratiquement, de l'avoir oublié. Vous voyez, d'avoir été simplement dans un moment de bonheur où vous oubliez le manque de l'autre. Et en fait, ce père a commencé à me manquer, où j'ai commencé à en parler, mais je m'en suis rendu compte après, c'est dans les premiers films que j'ai faits. Je vous ai dit que les premiers films que j'avais faits, c'était dans les prisons, parce que j'étais dans ces univers clos. Mais l'un des premiers films aussi que j'ai fait, de documentaire et de reportage, était sur le père. En fait, sur la question du père. Et toutes mes premières émissions, quand je les revois, il y a toujours le père qui est là. Le père, d'ailleurs, sous toutes ses formes. Père aimant, père maltraitant, père... De toute façon, il pouvait prendre toutes les formes, puisque je ne l'avais pas connu. Donc, je pouvais l'imaginer. Ouais. Comme bon vous semblait. Et comme ça vous arrangeait, effectivement. Oui, enfin, en tant que journaliste aussi et réalisatrice, ça m'intéressait d'aller... un écrivain fait pareil, c'est-à-dire d'aller essayer d'imaginer toutes les formes que pourrait prendre un père, de l'amour total à l'autorité la plus totale. Donc voilà, je l'ai imaginé, je l'ai cherché dans l'histoire des autres, pas dans la mienne. Moi, je n'ai que quelques souvenirs.
Mais cherchant celle des autres, c'était quand même beaucoup la Oh, vôtre. oui, mais très vite, je me suis intéressée pas tant à mon histoire. C'est vraiment la vie des autres qui m'intéresse. Moi, j'ai vraiment le goût des autres pour ce qu'ils m'apportent. La mienne, mon histoire, je la connais. Je peux revenir de temps en temps, pas trop souvent dessus. Moi, je vous ai dit, je suis quelqu'un du présent. Je suis vraiment ancrée dans le présent et je n'ai pas le regard tourné vers le passé. Je le fais là avec vous, je le fais de temps en temps, je le faisais avec ma mère, avec mes frères et sœurs. Mais sinon, je suis vraiment quelqu'un du présent. Je pense que c'est important. Même si vous dites que vous avez cherché effectivement, mais que vous cherchez surtout l'écoute des autres, néanmoins, toutes ces années de recherche de confidence que vous avez menées auprès de ceux que vous receviez, qu'est-ce que ça vous a appris de vous? Ça, c'est une question vraiment difficile. Je ne sais pas ce que ça m'a appris. Ça m'a appris que certainement l'être humain à un moment donné, que l'on croit un tout petit peu comprendre, percevoir, est toujours encore plus complexe que ce que vous n'imaginiez. Je pense que c'est ça, c'est qu'on cherche, vous savez, on cherche enfin, en tout cas moi, j'ai cherché à comprendre ce mystère qui nous habite tous, et la beauté de tout ça, c'est il y a tout à comprendre et il n'y a rien à comprendre, tout vous échappe en permanence. Alors après, évidemment, quand vous interviewez, que vous lisez beaucoup, que vous rencontrez beaucoup de gens, etc., de personnes, vous vous rendez compte qu'il y a des constantes, évidemment, il y a des grands schémas qui reviennent. Mais voilà, la complexité humaine est formidable et surtout la richesse. Moi, ce que ça m'a appris, non pas sur moi, mais sur les autres, peut-être aussi un peu sur moi, c'est le potentiel qu'on a tous à se transcender, à rebondir. La fameuse résilience dont a parlé beaucoup Boris Cyrulnik, pas uniquement Boris Cyrulnik, beaucoup d'autres, mais c'est cette capacité à pouvoir repartir dans la vie. Et moi, j'ai été fascinée, je dois vous dire, par des vies qui semblaient fracassées, déconstruites, et la façon dont les uns, les autres ont pris cette vie-là et ont reconstruit, ont redémarré, ont recommencé. Et ça, moi, je trouve que c'est formidable. Et puis, c'est bien d'en parler en ce moment avec justement tout ce qui s'est passé, parce que là, il va falloir effectivement que beaucoup de gens aient cette force de repartir, de rebondir. Dans les documentaires que vous avez tournés, vous vous êtes aussi intéressé à des enfances fracassées, mais des vies vous parliez de résilience à l'instant, d'autres qui n'ont pas eu cette force-là. Je pense notamment au documentaire que vous avez réalisé, vous le parliez, en prison ou sur la prostitution. Ceux-là n'ont pas eu cette chance, cette force ou... Oui, ben c'est, j'allais dire, l'injustice aussi de la vie, parce que le même traumatisme, vous prenez une même famille avec des traumatismes à peu près équivalents, franchement, selon les uns les autres, vous ne réagissez pas de la même façon. Vous avez la vie est assez injuste là-dessus. Donc vous avez ceux qui sont forts, ceux qui sont moins forts. Ce qu'on voit parmi effectivement les prisonniers ou les prostituées, beaucoup sont des enfants maltraités. Et ça, c'est important de dire qu'effectivement, si vous n'arrivez pas à rebondir, à un moment donné, vous pensez que votre vie, on l'a fracassée, puisqu'elle a été fracassée. Eh bien, en gros, j'essaie de condenser le discours, mais je vais me fracasser encore davantage. Donc, je vais me fracasser en allant prendre de la drogue, je vais me fracasser en allant faire le trottoir. Voilà, parce que le corps, s'il a été en plus violenté, il ne vaut plus rien. Donc, je peux l'offrir. Je peux l'offrir aux autres. Oui. Il ne vaut plus rien, il est jeté. Donc vous vous rendez compte que la plupart des personnes, en tout cas pratiquement toutes, que vous trouvez sur le trottoir, par exemple, la prostitution, sont des hommes ou des femmes et des hommes qui ont eu des enfances fracassées. En revanche, c'est important de le dire, ce n'est pas parce que
Ce n'est pas parce que vous avez eu de la maltraitance dans votre enfance, etc., que vous serez un parent maltraitant. Non, c'est dans le sens contraire que ça se décline. C'est important de le rappeler. Bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que si vous n'arrivez pas, à ce moment-là, vous partez à la dérive. La maltraitance, vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Oui, vous avez beaucoup. fait beaucoup. C'est un sujet qui vous... Ah ben oui, parce que c'est un enfant, il faut on voit les conséquences, il faut le protéger. Un enfant, s'il y a maltraitance au départ, c'est terrible pour toute sa vie. C'est là où ça laisse de grosses séquelles et il faut être fort pour pouvoir se reconstruire, inverser j'allais dire, cette machine implacable qui fait qu'on essaie de vous déconstruire à tout prix. Sans compter qu'il faut savoir qu'un enfant, avant qu'il comprenne qu'il est maltraité, il lui faut des années. Parce que l'enfant qui est frappé pense que tous les enfants sont frappés. Il ne sait pas. Et que c'est normal. Voilà, il peut même penser que c'est une marque d'amour. Vous savez, vous avez des enfants qui ont été... mais vraiment très très maltraités et qui se sont retrouvés quand on a voulu les séparer d'avec leurs parents, qui ont demandé, qui voulaient absolument rester auprès de leurs parents. Absolument, parce qu'il y a de l'amour. Et au-delà de ça, il y a de l'amour. Vous avez des parents maltraitants qui aiment leurs enfants. Tout ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est très compliqué. Donc c'est beaucoup de... En fait, il faut beaucoup parler. Oui. Il faut mettre des mots sur tout ça. Quand on parle d'enfance, c'est un peu... Vous affleuriez cette question au début de notre échange. La perte d'un enfant, vous en parliez quand on parlait des événements du week-end dernier. La perte d'un enfant, est-ce que c'est un jour réparable? Tout est réparable. Et tout est irréparable. Je ne sais pas, je fais peut-être une réponse un petit peu facile, mais quand vous perdez un enfant, et j'en parle, vous voyez, parce que moi aussi j'ai perdu un enfant que j'ai élevé, qui n'était pas le mien, mais qui était comme mon fils, et j'ai eu cette grande douleur-là de le perdre il y a quelques années, et je suis là, vous voyez, et j'ai continué à travailler. Et c'est quelque chose qui vous fracasse totalement, puisque, je le disais précédemment, ce n'est pas logique. La logique veut que vous partiez, évidemment, que les enfants vous survivent. Ça me semble, pour tout le monde, c'est comme ça. Et puis, à un moment donné, heureusement, la vie est faite, la vie est tellement bien faite qu'il y a justement qu'elle est là, et que la vie reprend, fait en sorte qu'à un moment donné, vous êtes d'abord dans cette culpabilité qui dure, vous demandez quand ça va s'arrêter, et puis à un moment donné, vous savez, c'est comme moi j'ai aussi appris des autres, là, pour le coup. Beaucoup de familles en deuil m'ont parlé. Quand ça m'est arrivé moi-même, je pensais à toutes ces paroles de parents, de mères, de pères qui revenaient. C'est le temps, à un moment donné, c'est ridicule de dire ça, mais c'est comme ça. Le temps fait qu'il y a quelque chose qui commence à mettre un petit peu de baume et tout. Alors en fait, cette douleur, vous l'avez toujours. Elle ne nous quitte jamais. Elle ne nous quitte jamais, mais vous vivez avec. Et elle est de moins en moins vive. Et heureusement, c'est comme ça pour tout le monde. Et évidemment, c'est là où je parlais de l'injustice des choses, c'est que parfois, des parents n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à dépasser cette douleur-là. Et là, ça devient compliqué parce que si à un moment donné, vous restez accroché à votre douleur, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter de vous sentir un peu coupable, que cette douleur commence à s'estomper. Il faut accepter de ne pas penser tous les jours, voyez, ou à chaque instant. Et si vous acceptez ça et que la vie reprend, voilà, après vous repartez dans la vie. Si vous n'acceptez pas ça, c'est compliqué, difficile. Très. Tout au long des années de vie privée, vie publique, l'émission s'est interrompue en 2011. Vous avez reçu beaucoup de personnalités aussi publiques. Assez peu d'hommes politiques, si je me souviens bien. Un petit peu, et de plus en plus. Mais d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que pendant des années, dans les années 90, c'était surtout les femmes qui venaient parler. C'était beaucoup, beaucoup de femmes, à 80%. Pourquoi ?
Parce que les femmes, naturellement, avaient posé des mots sur les choses, sur les traumatismes, sur les joies, les peines, et avaient envie de partager. Souvent, elles me disaient on vient au nom des autres. Voilà, quand c'était la perte d'un enfant, par exemple, ou en tout cas d'autres traumatismes, c'était on a envie de partager. Puis on ne veut pas que cette mort reste comme ça, sans mots. On a envie de dire, on a envie qu'il se passe des choses, on a envie de monter des associations, on a envie de... Enfin voilà, les femmes étaient... Plus dans l'action. Oui, c'était voilà. Et les hommes étaient repliés beaucoup plus sur leurs douleurs, surtout sur les douleurs. Ils parlaient de tas d'autres choses, de politique très bien, de tas d'autres choses, mais sur les douleurs intimes, ils étaient un petit peu repliés. Et puis c'est amusant, moi j'ai vu ça surtout dans les années 2000. Je me suis retrouvée, quand vous regardez les émissions, mais à part égale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les hommes ont commencé à accepter de parler de leurs difficultés, de leurs faiblesses, sans se sentir remis en cause, sans se sentir non viril. Vous voyez, accepter de montrer leur fragilité. Et ça a vraiment évolué au fil des années. Alors moi, c'était stupéfiant. Je l'ai vu en une dizaine d'années. J'ai vu mes plateaux se transformer jusqu'à un moment où, d'ailleurs, j'avais presque plus d'hommes que de femmes. Ça, c'est surprenant. Je pense que c'est une évolution de la société, évidemment. Vous voyez, c'est allé dans cette... il y avait des rôles impartis avec l'homme avec tel statut, et en fait, se devait d'être sur quant à soi. C'est ça. Et ça a bougé, ça a vraiment bougé. On est d'ailleurs dans une société, la télé, mais aussi la littérature, où l'intime devient on parle beaucoup plus de l'intime, et vous y avez sans doute largement contribué par votre émission d'ailleurs, par vos émissions. Oui, on parle beaucoup de l'intime. Moi, en fait, j'ai parlé de cette part d'intime qu'on peut partager. Je pense qu'il y a une part d'intime qui est partageable, qui appartient à l'espace public. C'est pour ça que l'émission s'appelait aussi Vie privée, vie publique. C'est une intimité qu'on peut partager parce que ce sont des joies, des peines qui sont particulières, toutes, mais qui sont universelles, les uns et les autres, on sera amenés à un moment donné, en tout cas, à ressentir. Donc c'est dans cet espace-là que moi j'ai travaillé, cette part d'intimité partageable. Après, justement, je ne suis pas dans le privé-privé. Le privé, dans le fond, ne m'intéresse absolument pas, à savoir qui est avec qui, ce qui se passe. C'est le contraire de ça. Et c'est le contraire aussi de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mise en perspective des choses, c'est de comprendre les choses. Et de comprendre celui que vous avez devant vous. Voilà, c'est le mécanisme, c'est cet échange, qui se disent des choses, qui est des mots, et que ça serve aussi, que ça puisse passer avec le téléspectateur qui est de l'autre côté de l'écran. C'est faire l'expérience qui m'a intéressée, c'est de faire l'expérience de soi, mais dans la différence de l'autre. Vous voyez, c'est pas une télévision miroir, c'est une télévision, je regarde parce que les gens sont différents, que cette richesse fait le monde, que c'est la différence qui fait le monde, c'est pour ça que c'est magnifique, et que la vie est magnifique et qu'il faut la vivre jusqu'au bout, ne pas en perdre une miette, parce que, voilà, cette différence m'enrichit. Et moi, c'est la télévision que j'ai voulu faire. C'est surtout pas la télévision miroir et cette télévision complaisante ou voyeuriste. C'est le contraire. Vous avez passé des années à écouter et à interroger les autres. Ça vous fait quoi d'être de l'autre côté, un jour comme aujourd'hui, par exemple? C'est ce que j'allais vous dire au début. C'est un exercice auquel je ne me plie pas souvent, mais finalement je comprends, hein, c'est de parler de soi, c'est un côté narcissique qui est terrifiant. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, comme disait. C'est absolument terrifiant. Voilà, heureusement que c'est pour la bonne cause. Et je le fais volontiers parce que parce que c'est un échange et qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas, moi, impunément avoir interviewé, j'allais dire, ça pourrait être la salle, c'est tout le monde, c'est avoir interviewé autant de personnes sans à un moment donné, si on me pose des questions, ne pas y répondre. Ça serait vraiment d'une insolence absolument remarquable. Non, c'est normal que je réponde aussi de qui je suis. Ça me semble normal. Oui, et faire quelques confidences, mais en restant de toute façon, effectivement... Vous voyez, je vous ai dit beaucoup de choses intimes. Voilà. Ce sont des choses intimes, mais je n'ai pas l'impression
vous voyez, il y a toute la part d'intimité qui est en moi, qui fait partie, elle restera en moi. Celle-ci, d'ailleurs, elle n'a pas forcément de mots. Si elle a des mots, c'est peut-être dans l'écriture. Il y a aussi pour moi une différence entre l'écriture et la parole. Je fais une grande différence là-dessus. Je pense qu'un témoignage n'est pas du tout comme un récit. Vous voyez, dans un récit, il y a encore d'autres mots que l'on met. Donc il y a une grande différence dans les deux choses. Vous avez écrit, d'ailleurs? Oui. Oui, un petit peu, il y a longtemps. Ça s'appelait Parole interdite, oui. Justement. C'était sur ces mots qu'on ne dit pas, ou d'une société qui ne... Puisqu'on vient, vous savez, dans la télévision, dans les années 80, ne s'intéressait pas tellement à ces choses-là. Et puis il y a toute une frange de la population qui n'était pas représentée à la télévision. Hein. C'était une télévision un petit peu petit bourgeoise et les gens de conditions modestes et tout n'avaient pas tant que ça le micro. Donc c'était intéressant d'être dans cette évolution-là aussi. Ça n'a pas beaucoup changé à part votre passage, mais depuis... Ah bah si, maintenant, c'est autre chose. Vous voyez, ça a quand même bougé. Moi, ce qui me frappe simplement, c'est que je pense que plus que jamais... Je ne dis pas ça pour moi. Hein. Moi, maintenant, je fais du documentaire. Je continue à interviewer, mais d'une autre manière. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a plus d'émissions de témoignages vraiment à la télévision. Vous avez beaucoup d'émissions de débats, beaucoup de journalistes qui parlent entre eux, de spécialistes qui parlent entre eux. D'experts. On a beaucoup d'experts. Et je pense que c'est dommage parce qu'on est dans c'est un moment de crise forte. Et je pense qu'il y aurait besoin d'écouter les Français, de les écouter dans toute leur expérience, dans toutes leurs différences. Et en fait, on entend aussi un petit peu au JT des petites choses comme ça, mais il n'y a plus d'émissions de témoignages où on prend le temps d'écouter les gens, de débattre aussi. On est vraiment avec... il y a eu un tournant dans la télévision qui est très étrange. Il y a beaucoup, mais ce sont des artistes qu'on entend. Voilà, beaucoup d'artistes. Non, mais beaucoup d'artistes, beaucoup de journalistes, beaucoup de spécialistes, beaucoup de politiques. Et où est passé le peuple, j'ai envie de dire. C'est ça. Où il est. Les anonymes. C'est très, très, très étrange, surprenant, et à mon sens, une grande erreur. Parce que quand ça boue, il faut toujours des soupapes. Mais alors, à quand le retour de vie privée, vie publique? Non, justement, je vous ai dit, c'est pas du tout... non, moi, c'est bon. J'ai donné? Non, j'ai adoré faire ça. Je ne l'ai pas fait, vous voyez. Et j'adore mon métier, je continue à le faire. Mais voilà, il y a un temps pour tout. Alors, vous faites des documents. Vous avez commencé d'ailleurs en faisant des documentaires. Aujourd'hui, vous continuez à faire des documentaires. Est-ce que c'est un travail très différent que celui de rencontrer ce rendez-vous hebdomadaire que vous aviez dans l'émission? Est-ce que c'est avec l'autre que l'on reçoit, que l'on rencontre, l'échange? Évidemment, il y a la notion de temps, bien sûr, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des choses différentes? Ça n'a absolument rien à voir. Quand vous faites de la télévision au quotidien ou une hebdomadaire comme je pouvais le faire, c'est une espèce de course rapide. Voilà. Et c'est assez, il faut faire vite, c'est assez répétitif, même si moi je prenais vraiment le temps, je donnais du temps au temps, c'est ce que je disais. C'est pour ça que j'avais des entretiens qui étaient assez longs, parce que je voulais que toutes les personnes aient le même temps pour parler. Parce que vous avez des gens qui parlent très vite, qui s'expriment très bien, les habitués à la parole, et les anonymes qui parfois vont chercher les mots, et le témoignage est parfois... aussi intéressant, voire plus. Donc il fallait donner ce temps-là. Et puis dans le documentaire, c'est une course de fond, c'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps ce qu'on appelle, c'est compliqué peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est le montage. Vous êtes dans des salles de montage et vous montez. Donc ça n'a rien à voir comme travail. Mais j'adore ce moment-là. Vous nous parliez tout à l'heure de ce moment qui vous a particulièrement touché, de ces deux hommes dont l'enfance avait été fracassée. Est-ce qu'on arrive quand même à garder de la distance? Ça, c'est compliqué, la distance. C'est très, très compliqué parce que naturellement, vous avez l'émotion qui monte. Moi, je me rappelle très, très bien avoir quitté, comme je n'étais pas en direct, j'ai pu le faire, avoir quitté le plateau au moins une fois, en prétextant, je
je ne sais plus ce que j'avais prétexté, mais je me rappelle très bien de ce que me disait la personne et pourquoi je suis partie. C'était insupportable pour moi. C'était une jeune fille qui avait 20 ans et sa première relation sexuelle, elle avait contracté le sida. Et c'était je parle de ça dans les années 90, et elle disait qu'elle était condamnée et qu'il lui restait quelques mois, selon les médecins, 1 an à vivre. Elle le disait avec une telle... sans pleurer. Elle était d'une dignité absolue. Elle me regardait droit dans les yeux, elle regardait la vie en face, elle aurait pleuré, je pense que j'aurais davantage supporté. Mais ce courage face à la mort, face à la vie, face à la mort et tout, est devenu quelque chose de... Et je me disais, il faut que je sois à la hauteur, vous voyez. Et du coup, pour ne pas m'effondrer en larmes devant elle, j'ai attendu un petit peu, et on a coupé, je suis partie. J'ai pleuré comme... voilà, j'ai laissé passer mon trouble et je suis revenue un quart d'heure après et on a repris l'émission. Elle ne l'a jamais su, mais c'était parce que pour moi, c'était intolérable à entendre. Et souvent, je me suis rendu compte que j'étais bouleversée par beaucoup de personnes comme ça qui affrontaient, vous voyez, la vie. Ou la mort, ou qui parlait des disparitions, avec une dignité absolument incroyable. Et là, on se dit, on ne va pas craquer. Ils sont là en train de... Vous voyez, ils résistent, vous n'allez pas craquer à leur place. Puis il y a aussi, parfois, des personnes qui... Ça a été un des grands thèmes de la télévision. Vous savez, quand les gens pleurent, est-ce qu'on éteint, est-ce qu'on coupe, est-ce qu'on ne coupe pas, est-ce qu'on continue à filmer? Et moi, à chaque fois, j'ai toujours demandé, quand quelqu'un, là, arrivait que quelqu'un craque, je disais on coupe, on me disait de couper, je coupais. Et il m'est arrivé quelquefois que les personnes qui étaient en face de moi me disent, mais écoutez, voilà, ça nous fait du bien et je suis là pour dire, et non, je veux continuer à parler. Et à ce moment-là, voilà. Et ce sont eux, sont les gens que vous interviewez qui vous aident aussi. Tout à fait. Moi, je dois beaucoup. Je dois même tout au regard de l'autre. C'est pour ça que, juste avant de venir, vous me demandiez si on parlait à une caméra. Et je vous ai dit, surtout pas, on ne parle pas à une caméra. Il n'y a pas d'effet de catharsis de la caméra. Je sais que ça s'est beaucoup dit, mais non. On part dans le regard de quelqu'un. On parle parce que, voilà, moi je serais toute seule là, je serais incapable de dire ça. C'est parce que vous êtes là et parce que tout le monde est là. Donc je parle à quelqu'un, mais seule face à une caméra. Vous voyez, c'est un œil. La caméra, c'est un œil noir, vide. Je pense qu'on ne peut pas avoir une capacité d'écoute comme vous avez, sans avoir aussi la capacité d'émotion et d'éprouver l'émotion comme la vôtre. On va vous laisser la possibilité de poser des questions. On va terminer cet échange. Si quelqu'un veut intervenir, poser une question à Mireille Dumas. Alors, on va laisser passer le générique et on vous laissera le micro.